Alors, bienvenue dans la partie cours sur les liaisons cinématiques. Alors, qu'est-ce que c'est que des liaisons cinématiques et la schématisation d'un mécanisme? Tout simplement, dans l'ingénierie d'un système, qu'il soit automobile, qu'il soit de l'aéronautique ou de l'aérospatiale ou tout simplement du loisir, on a besoin de schématiser pour comprendre le fonctionnement des pièces. Ça nous permet aussi, d'un point de vue mathématique, de pouvoir vérifier les forces, ce qui se passe, ce qui rentre, ce qui sort, mais aussi la trajectoire des différentes pièces pour déterminer, par exemple, le volume d'encombrement de celle-ci. Si on prend par exemple l'ouverture d'une charnière de porte, je vais avoir besoin de schématiser le système pour connaître l'amplitude de son mouvement, ce qui est absolument identique lorsque l'on va utiliser par exemple l'ouverture d'un coffre arrière. Vous avez déjà pu constater sur certains véhicules, on n'a pas uniquement qu'un vérin, on a tout un système qui, par des mouvements, vont permettre d'obtenir une cinématique d'ouverture particulière. Je vous renvoie, je vous invite à aller regarder l'ouverture d'une porte d'une Valsatis, par exemple. C'est vraiment l'exemple type d'une ouverture très particulière, puisque ça a été finalement, dans le domaine de l'automobile, le seul monospace, on va dire, coupé monospace. Voilà. Alors, un schéma. Comment on fait un schéma? Donc ce que je vous invite, c'est à prendre tout simplement le cours et de le visualiser. Donc donner une image simplifiée, symbolique d'un mécanisme afin de faciliter son étude mécanique, la compréhension des mouvements, des trajectoires des pièces, l'étude des efforts mécaniques et cinématiques. Alors cinématique, dynamique, puisque en fonction du temps, la transmission d'un effort peut varier. Je vous renvoie par exemple à bielle manivelle pour votre voiture. En fonction, si vous êtes sur le point mort haut ou le point mort bas, la transmission de l'effort et la variation de l'effort est absolument différente. Ainsi que la trajectoire exactement, ainsi que la vitesse de l'élément. Alors, un croquis ou une représentation simplifiée ne peut décrire et mettre en évidence le mouvement des différentes pièces dans un système sous-système. Il devient obligatoire de structurer donc la représentation schématique en respectant une symbolique définie. C'est ce que l'on va voir, c'est bien cette symbolique définie. Donc cette symbolisation permet de mettre en évidence le groupe des pièces et les mobilités entre elles. Alors ce qui est important, c'est la notion de solide indéformable. Alors il faut savoir que tout solide se déforme, lié à sa température, lié aux efforts qu'il subit. Je vous renvoie tout de suite à bielle manivelle. Vous imaginez au moment de la compression, votre bielle se comprime. Au moment où on va la repousser, elle va se détendre et elle passe son temps finalement à jouer à l'élastique, mais la déformation est minime, donc elle est tellement minime que finalement on ne la prend pas en considération. Par contre, un ressort est un élément dans lequel on va s'intéresser à sa déformation, puisqu'on va lui demander d'être capable d'assimiler un effort, de renvoyer l'effort emmagasiné. Donc là, c'est un élément déformable. Donc nous, dans le cas des liaisons cinématiques, tous les éléments déformables, on ne les prend pas en considération, on les ressort en fait de l'étude. Ce qui va faire qu'on va retrouver finalement deux types de schémas. On va retrouver ce qu'on appelle le schéma technologique et le schéma cinématique. Le schéma technologique, je vais laisser les ressorts à l'intérieur pour faire comprendre technologiquement comment ça fonctionne. Dans le schéma cinématique, je vais m'intéresser finalement qu'à la nature des mouvements qu'il y a entre deux pièces ou deux groupes de pièces. Donc c'est un solide théoriquement idéal tel que la distance A et B finalement ne varie pas au cours du temps. Je ne vais pas vous lire tout le document, mais voilà, l'idée elle est là, ne varie pas au cours du temps. Donc les exemples, les joints toriques sont des éléments déformables, mais lorsqu'ils sont en fonctionnement, ils peuvent très bien ne pas se déformer. Donc là, dans ce cas présent, on va pouvoir les rentrer dans le schéma cinématique. En fait, ils vont appartenir à un groupe de pièces, ils vont être noyés dans la représentation minimaliste finalement du mécanisme. Donc je vous ai mis un petit exemple, vous avez en dessous un cadre de vélo, et là donc à présent vous avez une représentation finalement minimale, cinématique, mais si on se penche et qu'on regarde finalement comment ça bouge, on comprend tout de suite. Alors, l'étude en phase d'analyse. Donc là, dans le cas présent, je vous ai mis le prochain petit robot qui va aller faire un petit tour sur Mars,
Eh bien, ce petit robot-là, on a un ensemble de complexités à résoudre, c'est-à-dire que là, donc à présent, physiquement, aucun homme, vous le savez, n'a mis les pieds aujourd'hui sur Mars. Donc pour résoudre un ensemble de problématiques, on est obligé de schématiser, qui va nous permettre de rentrer les éléments dans un simulateur, et on va pouvoir travailler sur le simulateur avant de passer finalement à l'aspect concret. Bon, aujourd'hui, on peut gagner du temps sur l'aspect concret, parce qu'on va avoir l'utilisation d'imprimantes 3D qui va nous permettre de passer très rapidement de la partie virtuelle au monde réel. Mais le schéma cinématique va finalement nous permettre de comprendre comment les différentes roues vont travailler. Alors, dans l'automobile, c'est exactement pareil. Je vous renvoie à la conquête spatiale et au premier rover qu'on a envoyé sur la Lune. Il fallait un véhicule, 4 roues, répondant à un ensemble de complexités. Et il a fallu loger ce véhicule-là dans un volume de 1 mètre carré, 1,5 mètre, il me semble. Donc je vous laisse imaginer les ingénieurs, comment ils ont dû travailler sur les mouvements, justement, pour pouvoir déplier ce rover. Donc voilà, en fait, l'utilisation du schéma cinématique qui va nous permettre de modéliser, et puis ensuite de passer à l'élément concret. Alors pour ceci, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on va tout simplement regarder notre mécanisme et on va pouvoir créer en fait un ensemble de phases d'analyse. Donc le premier, c'est analyser le fonctionnement, c'est-à-dire on va observer sur le plan, sur un mécanisme réel. On va définir des classes d'équivalence, c'est-à-dire c'est des groupes de pièces qui sont montées l'une entre les autres. Par exemple, le bloc moteur sur lequel on va retrouver les vis, la culasse, le couvre-culasse, finalement tous les éléments qui sont fixes, alors qui sont soit assemblés par ajustement serré, ou qui sont soudés, ou qui sont vissés. Voilà, ces éléments-là vont constituer un sous-ensemble. Puis ensuite, on peut procéder, c'est de colorier les sous-groupes, ce qui va nous permettre, dans la famille 1, dans la famille 2, de les identifier avec une seule et même couleur. Puis ensuite, on va regarder les mouvements qu'il y a entre les différentes pièces, qui vont nous permettre d'identifier finalement les liaisons. Donc voilà comment on va travailler et on va pouvoir produire, une fois qu'on a déterminé l'ensemble de liaisons, on va pouvoir produire un schéma cinématique qui va nous permettre de visualiser le fonctionnement du système. Alors, ce qui est important d'utiliser, c'est tout simplement d'observer les surfaces. Les surfaces sont de bons indicateurs pour comprendre comment ça bouge. Entre une surface plane, une sphère sur une surface plane, deux surfaces rectangulaire, une surface en forme de tube dans lequel on va mettre un cylindre, toutes ces formes vont nous permettre de comprendre comment ça bouge. Voilà, c'est vraiment de l'observation. Donc je vous laisse lire au niveau des différentes surfaces. Donc si on observe rapidement entre nous, on peut observer que l'ensemble des mouvements sont finalement au nombre de 2. On aura finalement une translation et une rotation. Finalement, tout mouvement qu'il y a sur notre Terre est composé d'une translation et d'une rotation. Je vous invite à mettre sur pause. Éventuellement, si vous avez l'occasion, regardez la porte de votre frigo, la porte de votre chambre, éventuellement une porte coulissante. Et vous allez voir que si vous allez regarder les petits éléments, vous apercevez que c'est vraiment les surfaces qui guident. Un cylindre dans un cylindre, on ne peut obtenir qu'une rotation. Éventuellement, on peut obtenir une translation. Alors, les degrés de liberté. Comment ça fonctionne, en fait, les degrés de liberté? Alors déjà, on a un repère spatial tridimensionnel dans lequel on va retrouver X, Y, Z. Donc, pour faire simple, X, Y et Z. Donc, à chaque fois qu'on va étudier tout simplement l'articulation ou le point d'une liaison entre deux sous-systèmes, que ce soit une simple pièce, c'est-à-dire chemise-piston, par exemple, on va mettre un repère pour identifier sur quel axe s'opère la liaison. Donc on a parlé tout de suite de deux mouvements qui sont la translation et la rotation. Ce qui veut dire que comme il y a 6 degrés de liberté, finalement sur chaque axe, on va retrouver 2 degrés de liberté qui vont être composés d'une rotation et d'une translation. Donc on va retrouver sur X une rotation, une translation, sur Y une rotation, une translation, et sur Z
une translation, une rotation, ce qui fait bien 6 degrés de liberté. Alors, est-ce que nous, sur Terre, on a 6 degrés de liberté? Eh bien, non, absolument pas. La seule solution pour obtenir 6 degrés de liberté, ce serait de s'immerger dans une piscine ou d'être tout simplement dans l'espace, puisque dans les deux cas, on ne touche à rien. Alors, c'est-à-dire que là, dans le cas présent, dans l'espace, c'est un peu compliqué pour s'y rendre, mais finalement, vous êtes pas sujet à la gravité, puisque chez nous, la gravité nous impose forcément être en contact avec le sol. Et dans l'espace, vous ne subissez pas la gravité, donc vous êtes libre de la totalité de vos mouvements. Finalement, dans une piscine ou dans la mer, ou dans l'espace, le seul endroit où vous pouvez avoir 6 degrés de liberté. Alors là, si je prends par exemple, comme exemple, j'ai une planche, j'ai un bidon, je le pose sur le sol. Donc lui, il est en contact avec le sol, donc ce qui m'intéresse, c'est finalement d'évaluer ces degrés de liberté. Alors, je considère qu'il y a liaison quand il reste en contact. C'est-à-dire, je vous donne l'exemple, là, sur Z, je peux translater, sur X, je peux translater. Par contre, sur Y, je ne peux pas translater puisqu'il y a perte de contact. Donc là, dans le cas présent, entre cette surface plane et cette autre surface plane, j'obtiens 2 translations. Par contre, combien je conserve de rotation? Donc là, est-ce que je peux tourner sur l'axe des Z? Non, mon contact n'est plus total, il est partiel, donc je ne considère pas ça comme un mouvement. Est-ce que je peux le faire donc sur Z? On a dit non. Donc sur Z, finalement, on va conserver qu'une translation. Est-ce que je vais pouvoir garder ma rotation sur X? Et bien là, même problème que sur Z. Je ne suis plus sur un contact total, mais partiel, donc ce n'est pas satisfaisant. Donc je perds. Par contre, est-ce que j'ai une rotation? Eh bien, sur Y. Et là, donc à présent, j'ai bien une rotation sur Y. Donc ce qui veut dire, par exemple, pour ce type de liaison, je vais avoir une translation, une deuxième translation et une rotation. Donc là, donc à présent, j'ai 3 degrés de liberté. Alors non, ils ne sont pas tous sur un seul même axe, puisque déjà il n'y a que 2 degrés de liberté par axe. Donc c'est ça la complexité, en fait, c'est de déterminer en fonction du repère dans quel axe se situe, tout simplement notre degré de liberté. Donc c'est là où finalement va être votre travail, ça va être d'identifier pour un ensemble de liaisons. En fait, des liaisons, je vous les ai toutes mises, ce sont toutes celles qu'on utilise dans l'automobile, puisque au moment de la correction de votre travail, je vous donnerai finalement les différents exemples. C'est tout simplement c'est de compléter le petit tableau, c'est-à-dire le repère ici, avec les différents mouvements. Alors vous pouvez vous aider bien sûr de la vidéo. Je vous ai mis en dessous un essuie-glace de Mercedes. Alors pourquoi Mercedes? Parce que c'est un essuie-glace à un poil particulier avec un ensemble de petites biellettes. Et donc vous avez la partie réelle et la partie schématisée. Comme vous pouvez le voir, sur la partie schématisée, on ne s'intéresse plus à l'épaisseur des pièces. On essaie de garder par contre la grandeur physique des pièces pour pouvoir que ce soit quand même cohérent par rapport à la représentation schématique. Alors, votre travail, donc en vous aidant des différentes vidéos, je vais vous demander de compléter tout simplement le tableau qui est ici. Alors, vous retrouvez le nom de la liaison, donc la liaison encastrement. Alors, je vais vous dire, une liaison encastrement, vous imaginez le tableau qui devrait être derrière moi. Sur ce tableau, tout simplement, on l'a vissé contre le mur. Alors, à votre avis, est-ce que le fait qu'il soit vissé, est-ce qu'on va pouvoir le faire bouger? Non, c'est une liaison encastrement. Donc, tout ce qui va être encastré, c'est tous les éléments qui sont montés avec une condition de montage avec serrage, tous les éléments qui sont montés avec une soudure qui vont être vissés, ce sont à chaque fois des liaisons encastrement. Alors, dans les systèmes encastrement, on va le représenter tout simplement ici par un schéma. Alors le schéma, vous les avez dans chaque vidéo, vous y représentez le schéma. Alors, ce qui est important, c'est de conserver finalement 2 couleurs. C'est-à-dire que, je vous ai dit, une liaison, c'est forcément le contact entre la pièce 1 et la pièce 2, ou le groupe de pièces 1 et le groupe de pièces 2. Donc identifiez bien dans votre schéma les 2 sous-ensembles d'une couleur différente.
Voilà, donc ce que je vous demande, c'est de compléter le document qui est ici. Alors, pour le retour de votre cours, alors je vous laisse la semaine pour travailler sur ce cours, de bien réviser, et j'attends vos retours pour lundi, alors pas lundi de la semaine prochaine, mais lundi de la semaine qui suit, sur la période dont vous devez être au CFA. Du travail que vous allez me rendre, eh bien, je verrai en fonction de la qualité de votre travail si je le note ou si je ne le note pas. Voilà, bien écoutez, c'est terminé pour les liaisons cinématiques. Alors non, hein, c'est que la première partie, puisque la deuxième partie, eh bien, on va se retrouver pour schématiser un mécanisme. Donc pour ça, je vous enverrai un petit document sur lequel nous allons pouvoir travailler ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à david.maurice@cfie.fr. Vous pouvez me contacter aussi sur Teams, hein, c'est une autre possibilité, ou éventuellement vous pouvez me contacter tout simplement en dessous de la vidéo. Bien, je vous dis à très bientôt dans un prochain cours, et surtout faites attention à vous et faites attention aux gens que vous aimez.